Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Campus Tours. Vous écoutez Étonnant Nom, une émission de vulgarisation philosophique de l'Association des étudiants de Tours, Kairos. Je suis Zeytouna Mada et j'ai l'honneur de présenter cette émission. Le sujet du jour, c'est la recherche de la langue parfaite. Et pour ce faire, on a avec nous sur ce plateau Audrey Chiron, bonjour, Bonjour. que vous connaissez déjà, et Marie-Camille Beignet, bonjour. Bonjour. Marie, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire vos projets de recherche, votre métier? Alors, moi, je suis professeure de philosophie au lycée. J'ai également enseigné à l'université. J'ai travaillé pour mes 2 années de mémoire sur un auteur qui s'appelle Dante, dont je vais vous parler plus spécialement aujourd'hui. Et en ce moment, je suis en train de préparer un projet de thèse qui sera en rapport avec la philosophie de la Renaissance. Et comme c'est encore en projet, je n'en parle pas beaucoup plus. Mais voilà, en quelques mots. Merci. Quand on parle de la langue parfaite, de quoi on parle exactement? Alors, on peut renvoyer à plusieurs choses. Je vais tout de suite faire une petite incise. Si jamais ça vous intéresse, il y a un livre d'Umberto Eco qui s'appelle « La recherche de la langue parfaite » dans l'histoire de la culture européenne, de laquelle je tire un certain nombre des informations que je donne aujourd'hui. Et donc, la langue parfaite, ça peut renvoyer à plusieurs choses. On peut en distinguer 4 pour commencer, mais ce n'est pas forcément exclusif. D'abord, la langue parfaite, elle peut être parfaite parce que, en vertu de son origine, elle aurait des propriétés magiques. Et ça, c'était par exemple le cas de la considération qu'on pouvait porter à l'hébreu ou à l'égyptien, dont on pensait qu'étant donné qu'ils étaient plus anciens, voire même à l'origine des langues, alors ils avaient acquis des propriétés qui leur permettaient de produire des effets dans le réel. Ça, c'est une première manière de comprendre la perfection de la langue qui n'est pas du tout la manière dont je voudrais vous parler, mais je la mentionne parce qu'elle est importante historiquement. Les langues parfaites, elles peuvent être parfaites aussi parce qu'elles sont universelles. C'est-à-dire qu'elles viseraient à être utilisées, parlées par tous les locuteurs du monde. Et alors, de ces exemples-là, en fait, on a beaucoup des langues artificielles, des langues qui ont été créées. Donc, je pense que vous avez, par exemple, des exemples, vous, que vous connaissez sans doute, comme l'espéranto. Et donc là, elles seraient parfaites justement par rapport à leur universalité. Vous en avez encore qui sont parfaites parce qu'elles sont aussi artificielles, mais elles ont été constituées de telle sorte qu'elles écartent complètement toute forme d'équivocité de la langue. Et si vous avez besoin que je précise sur ces questions d'équivocité, on peut revenir dessus par la suite. Et ça, c'est par exemple ce que vous trouvez chez Leibniz. Ou bien, encore dernièrement, elle serait parfaite parce que dans ces langues, les mots qu'on utilise, les signes qu'on utilise, renverraient réellement aux choses que les signes décrivent. C'est-à-dire que le mot désignerait la chose, non pas de manière arbitraire ou conventionnelle, mais de manière essentielle, de manière réelle. Et ça voudrait dire, du coup, que dès qu'on parle cette langue-là, eh bien, on connaît en même temps toutes les choses du monde qu'on est en train de nommer. Et donc voilà, on pourrait comprendre la langue parfaite de ces différentes manières. Ou bien qu'on la conçoive comme une langue qui, parce qu'elle utilise certains termes, peut agir sur le réel, ou bien parce qu'elle aurait une espèce de puissance théorique ou gnoséologique qui permettrait, quand on la parle, de connaître directement les choses, ou bien parce qu'elle comment je pourrais dire, elle accomplirait le but de la langue habituelle ou naturelle, à savoir de communiquer, mais d'une façon maximale parce que, par son universalité, elle permettrait de communiquer avec le monde entier. Et donc, si on recherche cette langue parfaite, c'est aussi pour dire que la nôtre, elle est imparfaite. Mais c'est quoi ce qui manque à notre langue pour Dante ou pour d'autres? Quels sont les défauts pour qu'on puisse aller chercher une langue qui serait meilleure? Alors, déjà, votre remarque me paraît tout à fait juste. Pour chercher une langue parfaite, il faut penser que la sienne ne l'est pas. Alors,
il y a plusieurs critiques traditionnelles adressées à la langue. À nouveau, je ne vais pas toutes les mentionner parce qu'elles sont nombreuses et par ailleurs, elles n'ont pas forcément reçu les mêmes réponses dans l'histoire de la philosophie. Je ne vais en citer que 2, mais parce que ce sont les attaques traditionnelles qu'on fait envers les langues qu'on appelle les langues naturelles, c'est-à-dire les langues que nous on parle, par exemple le français. La première raison de l'imperfection, ou qu'on considère être une imperfection, c'est justement l'équivocité. Alors, l'équivocité, c'est le fait que dans la langue, je vais enfoncer des portes ouvertes, il n'y ait pas d'univocité, justement. C'est-à-dire que dans nos langues naturelles, l'univocité renverrait au fait que qu'on aurait simplement un signe pour une chose et une chose pour un signe. Or, nos langues naturelles sont équivoques, c'est-à-dire que dans celle-ci, il y a d'une part de la polysémie, c'est-à-dire un seul mot renvoie à plusieurs choses ou à plusieurs idées. Par exemple, si je dis que j'aime les œufs, ce que je suis en train de dire peut vouloir dire plusieurs choses. Est-ce que c'est que je trouve ça joli ? Est-ce que c'est que j'aime bien les manger ? Est-ce que c'est que je les veux en peinture sur mon mur ? Voilà. Ou même le mot amour en tant que tel est un mot polysémique. J'aime mon chien, j'aime ma femme, j'aime la choucroute. Ça ne veut pas dire exactement la même chose. Mais aussi parce qu'il y a de la synonymie. C'est-à-dire que pour une idée, vous pouvez avoir plusieurs termes. Et donc le problème de l'équivocité, c'est qu'à partir du moment où pour un signe, vous pouvez avoir plusieurs renvois, que ce soit aux choses ou aux idées, il y a toujours un risque que l'interlocuteur ne sache pas ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire il y a toujours un risque de malentendu. Ce qui devient encore plus problématique quand on commence à faire de la science, puisqu'alors ce n'est plus un risque de malentendu, mais un risque d'erreur. Et la deuxième raison habituellement invoquée contre les langues naturelles, ce n'est pas leur équivocité, c'est plutôt leur caractère arbitraire. Alors, je vais faire un tout petit renvoi. Le fait que les langues naturelles recèlent en elles quelque chose qui s'appelle l'arbitraire du signe, ça nous a été très bien expliqué par Ferdinand de Saussure, qu'il faut toujours aller relire parce que c'est bien. Et en fait, l'idée de l'arbitraire du signe, c'est l'idée qu'il n'y a justement pas vraiment de raison pour que on appelle les choses comme on les appelle. Par exemple, pourquoi est-ce que, pour désigner le chat, les Français disent le signe chat, alors que dans d'autres langues, c'est un autre signe qui serait utilisé, par exemple simplement cat. Et à partir de là, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a pas vraiment de raison de ce que les mots soient tels qu'ils sont, la langue en tant que telle devient imparfaite, justement parce qu'elle n'est pas motivée. Elle pourrait être autre. Il n'y a pas vraiment de raison qu'on utilise tel ou tel mot. Contrairement à une langue qui serait une langue essentialiste ou réaliste et dans laquelle le mot désignerait bien la bonne chose. Alors, de ce dernier point de vue, et je terminerai la réponse à votre question comme ça, il me semble qu'à ce problème de l'arbitraire du signe, c'est-à-dire au fait que les langues naturelles sont par principe arbitraires, la réponse qui consisterait à dire qu'elles ne le sont pas parce que les mots qu'on emploie ont bien une origine, c'est-à-dire désactiver le problème de l'arbitraire par l'étymologie, à mon sens, c'est une mauvaise réponse, ne résoudrait pas complètement la question, parce que, en fait, ça repousserait simplement le problème. Le mot chat vient de tel terme en latin, très bien, mais pourquoi en latin c'était ce terme-là qui a été choisi ? Le problème ne ferait que recommencer. Merci. Il semble qu'il y ait plusieurs manières d'imaginer une langue parfaite, parfois une langue qui permettrait de mieux raisonner, parfois une langue censée correspondre directement à la réalité elle-même. Qu'est-ce qui distingue ces deux idéaux ? Alors, est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît ? Oui. Il semble qu'il y ait plusieurs manières d'imaginer une langue parfaite, parfois une langue qui permettrait de mieux raisonner, parfois une langue
censés correspondre directement à la réalité elle-même. Qu'est-ce qui distingue ces deux idéaux? Alors, à mon avis, une des premières choses qui peut les distinguer, indépendamment du fait que ce n'est pas forcément tenu par les mêmes auteurs, c'est le fait qu'elle n'implique pas la même... comment dire ? Elle ne s'implique pas forcément mutuellement. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer une langue qui permettrait de mieux raisonner et dans laquelle la question de la correspondance à la réalité serait non pertinente. Par exemple, que les connaisseurs de Leibniz me pardonnent ce que je vais dire, mais par exemple, dans une certaine mesure, la caractéristique universelle de Leibniz est une langue qui vise à mieux raisonner, c'est-à-dire c'est une langue qui vise à ne plus faire d'erreurs, mais la question de la correspondance réelle ou la question de la puissance dénominative, ou plutôt de la puissance dénotative, pardon, des mots n'est pas du tout quelque chose qui est considéré par Leibniz. Alors comme j'ai assez conscience du fait que ma réponse est assez vague, je vais la reformuler. En fait, la langue que Leibniz propose, par exemple, c'est une langue qui sert à énoncer des phrases ou des propriétés qui seraient des propriétés vraies. Donc c'est une langue qui est plutôt une langue qui sert pour le calcul ou pour le raisonnement. Mais le fait que cette langue corresponde à la réalité, c'est-à-dire que les noms qui sont employés désignent bien des propriétés réelles de la chose, n'est pas vraiment le problème de Leibniz. Et d'un autre côté, des langues qui viseraient à correspondre à la réalité, c'est-à-dire des langues dans lesquelles les termes porteraient en eux quelque chose qui renvoie bien au réel, la plupart du temps ne sont pas non plus des langues dont les auteurs cherchent l'intérêt théorique ou rationnel. En fait, il me semble, mais votre question est une question difficile, il me semble que la distinction entre ces deux projets, c'est que d'un côté, on aurait un projet scientifique et théorique, dans lequel la question du renvoi réel à ce qu'il s'agit de désigner importe au final assez peu. Et de l'autre, on aurait un projet dans lequel ce qui compterait, ce serait le fait que la langue nous permettrait de saisir directement l'essence des choses. On aurait donc, si vous voulez, dans un cas, une langue à portée scientifique, et dans l'autre, une langue à portée métaphysique. Et même si on pourrait supposer que les deux devraient se recouvrir, a priori, il faudrait connaître réellement l'essence des choses pour pouvoir ensuite en parler comme il se doit. Dans les faits, quand il y a eu des tentatives pour réaliser ces langues-là, ça ne se recouvre vraiment pas très souvent. Et chez Leibniz, mais je ne peux que l'indiquer parce que le temps pour vraiment le développer nous manque. Chez Leibniz, l'idée que la langue qu'il propose pourra être une langue de calcul repose sur l'idée qu'on aura, pour y parvenir, déterminé des notions primitives qui renvoient bien au réel. Mais que ces notions primitives renvoient bien au réel, Leibniz le postule, c'est-à-dire il ne peut pas le démontrer. Okay. Pourquoi Dante cherche la langue parfaite? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cette recherche. On peut en établir 3, me semble-t-il. D'abord, il y a une raison politique. Dante, c'est un Toscan qui naît en 1265 et qui meurt en 1321. Et à l'époque, l'Italie n'est pas unifiée comme aujourd'hui. Donc vous avez un certain nombre de petites cités-États qui chacune parlent leur propre langue, ce qui rend extrêmement difficile la perspective d'une unification
de l'Italie, puisque ces cités, justement, ne communiquent pas de la même manière. Et donc, je pense qu'une première raison, c'est une raison qui est une raison politique. Il s'agit de déterminer une langue qui permettrait, via une communication plus facile, une unification politique de l'Italie. Et ça, c'est lié aussi au fait que Dante s'inscrit dans un moment où il y a des conflits entre ce qu'on a appelé d'un côté le temporel, c'est-à-dire les pouvoirs politiques, la ville, l'empereur, et de l'autre le spirituel, à savoir le pape. Du coup, le fait de trouver une langue qui serait une langue unique, ou en tout cas subsumant les différentes langues, ça pourrait unifier l'Italie, une unification qui n'existe pas encore, qui est appelée de ses voeux par Dante. Voilà, ça c'est une première raison. Une deuxième raison qui fait que cette recherche, elle a lieu à ce moment-là, et que Dante est un des premiers à la faire, même si on a des traces un petit peu avant, au 7e siècle, il y a des grammairiens qui cherchent aussi codifier les langues, mais c'est vraiment, Dante c'est un des premiers à le faire. Historiquement, on assiste à une considération de l'historicité des langues, et peut-être pas un déclin, parce que le mot est un peu fort, mais une réflexion sur le statut du latin, ce qui fait que la place est un petit peu laissée vide pour une autre langue que cette langue qui est la langue de la science des vérités éternelles et du droit, qu'est le latin. Et puis, il y a une dernière raison, alors, il y en a d'autres, hein, sans doute, mais je ne donne que cette dernière autre, c'est qu'en fait, il y a de quoi penser la possibilité de cette langue parfaite, du fait qu'elle ait échoué ou qu'elle ait existé. Et il y a des modèles, par exemple, dans la Bible, si on pense à l'épisode de la Tour de Babel. Et du coup, si j'ai bien compris, par rapport à ce dernier point, il cherche à guérir la blessure de Babel, c'est ça? Oui. Ouais. Okay. Et pourquoi il accorde une importance supérieure, enfin une importance du coup aux langues vulgaires par rapport à la langue latine, s'il cherche vraiment à unifier l'Italie? Alors, plusieurs raisons, à nouveau, pour cette supériorité du vulgaire. D'abord, on peut remarquer le renversement. A priori, ce qui devrait être valorisé, c'est le latin. C'est la langue des doctes, c'est la langue des savants. Le texte dans lequel Dante cherche la langue parfaite est écrit en latin, ce qui est quand même paradoxal et en même temps explicable. Pourquoi est-ce qu'on va écrire en latin alors que ce qu'on cherche n'est pas le latin? Mais si ça vous intéresse, je pourrais prendre un petit peu de temps pour l'expliquer, mais je veux d'abord répondre à votre question. Donc, pourquoi est-ce que le latin plutôt que le vulgaire? Dante répond à cette question, en fait, au tout début de son traité sur l'éloquence en langue vulgaire. Et en fait, il dit que c'est parce que le vulgaire, c'est la langue que les enfants vont apprendre des personnes de leur entourage. Donc, c'est ce que nous, aujourd'hui, on appellerait la langue maternelle. Le vulgaire, c'est la première langue, c'est celle qu'on apprend à parler. Et donc, là où le latin, lui, est la langue des grammairiens, c'est-à-dire la langue de ceux qui ont dû apprendre la langue, le vulgaire va devenir valorisé parce que c'est une langue que tout le monde pourrait parler, qui correspondrait à plus de gens, et qui, de ce point de vue, est plus intéressante d'un point de vue politique. J'ajoute que c'est le vulgaire qui est privilégié par Dante aussi, sans doute, mais alors là, c'est une hypothèse que je fais, parce que le latin est une langue... Alors, ce n'est pas une langue morte au moment où Dante écrit,
mais c'est la langue des vérités éternelles. C'est-à-dire le latin, c'est la langue du droit, c'est la langue de la politique, c'est la langue de la philosophie. Mais par conséquent, ce n'est pas la langue du réel, ce n'est pas la langue de ce qui change, ce n'est pas la langue de la vie concrète des humains. Et de ce point de vue, si on veut chercher quelque chose qui puisse permettre à l'humanité, c'est-à-dire à cet animal instable et changeant qu'est l'homme, de vraiment réaliser sa nature, il faut utiliser une langue qui lui corresponde. Et donc, ça ne peut pas être le latin. Et justement, quand vous avez dit qu'on doit chercher dans le latin quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose qu'on cherche, comment on fait ? Comment on cherche quelque chose qu'on n'a pas à partir de ce qu'on a déjà ? Enfin, c'est quoi la démarche de Dante ? Alors, ça implique, pour que je vous réponde, de vous résumer un petit peu ce qui se passe dans le traité de l'éloquence en langue vulgaire. Dans ce texte, donc, qui est écrit en latin, ce qui est assez classique en fait chez Dante, parce que quand Dante écrit de la philosophie, il l'écrit en latin. Quand il doit écrire de la poésie, il l'écrit en vulgaire. La comédie, par exemple, c'est écrit en vulgaire. Donc, il commence par opérer une recherche de cette langue parfaite ou de ce vulgaire parfait ou illustre d'une manière presque généalogique. On va commencer par le premier locuteur, et à partir de ce premier locuteur, alors le premier locuteur, on est au XIIIe siècle, c'est Adam. On utilise la Bible comme texte de référence, par du principe que la Bible est un texte historique. Enfin, en tout cas, là, chez Dante, sous ce modèle, on le considère comme texte historique. Et on va regarder dans ce texte quel a été le premier mot de ce locuteur, quelle était la forme de la langue, et petit à petit, on va regarder si cette forme, on l'a encore aujourd'hui. Donc on va partir de cette genèse, et on va dériver petit à petit jusqu'à maintenant. Et en fait, les étapes de cette recherche, alors je vous donne tout de suite la fin, puis après je vous explique bien plus comment ça se passe. La conclusion de la recherche, c'est la langue d'Adam, on l'a perdue. Et le vulgaire illustre, celui qu'on cherche, celui qui serait la langue... Alors Dante ne dira pas langue parfaite, mais celui qui serait vraiment la langue qui permettrait l'unification de l'Italie, etc., elle n'existe pas. Ça, c'est la fin de la première partie de son traité. Alors, comment est-ce qu'il fait concrètement pour arriver à cette conclusion ? C'est un résumé qui va prendre un petit peu de temps, si ça vous convient. Allez, je déploie un petit peu l'argumentation, parce que l'argumentation, elle a des... Comment dire ? Elle a des perspectives que je trouve assez intéressantes aussi, et en tout cas un peu assez riches. Alors, donc on commence, en fait même avant de commencer par Adam, il va commencer par se demander qui parle. Ce qui est une vraie question qui se pose pour toute personne qui réfléchit à la question du langage. Et Dante commence par écarter les animaux et les anges. Alors les anges, c'est facile. Les anges n'ayant pas de corps, mais étant de pure pensée, ils savent tout de suite ce que les autres pensent. Donc ils n'ont pas besoin de langage. Les animaux, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que l'exclusion traditionnelle des animaux du langage consisterait à dire que les animaux n'ont pas de concept, qu'ils n'ont pas de pensée. Que parce qu'ils n'ont pas de pensée, qu'ils ont bien des corps mais pas de pensée, et que parce qu'ils n'ont pas de pensée, il n'y a pas de raison qu'ils soient capables de s'exprimer par des signes. Et en fait, ce que dit Dante, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, ce qui fait que les animaux n'ont pas cette capacité, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de passion individuelle. C'est-à-dire que les animaux, en gros, n'ont les passions que... ils n'ont jamais que les mêmes passions selon leur espèce. Ce qui veut dire qu'en fait, ils n'ont pas besoin de se communiquer les choses, parce que ce que les autres vivent, ou pensent même à la limite, pourquoi pas, ils le savent déjà. Et donc, quoi qu'ayant un corps, ils n'ont pas besoin de se parler. Donc en fait, les seuls à avoir besoin du langage, c'est nous, parce que nous, on a justement un corps et un esprit, et qu'on est capable de passion ou d'idées individuelles qu'il faudrait qu'on se communique.
c'est donc une fois que Dante a montré que seul l'humain aurait besoin du langage, il peut passer à Adam, expliquer quel a été le premier mot d'Adam. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, Dante écarte immédiatement la Bible sans le lire. Il part du principe que le premier mot d'Adam, ça a été Dieu. Alors c'est même Dieu en hébreu, ça a été El, la joie. C'est-à-dire que le premier mot d'Adam, ça a été à la fois ce que Dieu est et ce que lui, Adam, a éprouvé devant Dieu. Donc la première langue, ça a été une langue qui à la fois disait très clairement ce qu'il y avait dans l'intimité et l'intériorité d'Adam, et en même temps correspondait précisément à la nature de l'être qu'il devait décrire. Donc langue totalement parfaite. Mais cette langue-là, donc, est perdue à Babel. J'ouvre une parenthèse. En fait, je vais en ouvrir deux. Ma première parenthèse, c'est que il y a une tradition très érudite qu'on trouve par exemple chez des commentateurs comme Eco ou encore Nardi, qui réfléchissant sur ce passage du texte de Dante, disent qu'en fait, ce qui est perdu par Adam, ce n'est pas tout ce que Dieu lui avait donné. J'explique. En fait, il suppose, mais ça s'appuie sur des concepts très précis dans le texte que je vous épargne. C'est une différence entre locutio et idioma. On va peut-être s'arrêter avant. Mais qui, en fait, consiste à dire la chose suivante. Dieu n'aurait pas donné à Adam une langue parfaite, l'hébreu. Dieu aurait donné à Adam une sorte de grammaire, c'est-à-dire une forme parfaite de la langue, que Adam réalise dans l'hébreu, mais qui, la réalisation de cette grammaire dans la langue n'épuise pas la grammaire que Dieu donne à Adam. Dieu lui donne une espèce de forme de la langue. Et quand intervient Babel, c'est-à-dire quand intervient l'épisode dans lequel, à ce moment de la Bible, les humains qui ne parlent encore qu'une seule langue décident de se réunir et de construire une tour qui ira jusqu'à Dieu, et quand Dieu voit ça, Dieu décide de les punir de cet acte d'orgueil. Manifestement, les humains n'apprennent pas, puisque la Genèse est jonchée de péché d'orgueil avec punition. Donc quand Dieu voit ça, Dieu décide, pour arrêter la construction de la tour, de confondre les langues. Donc, la confusio linguarum, c'est le fait que Dieu intervient et décide que désormais il y aura la langue des potiers et la langue des maçons. Et comme maintenant chacun des corps de métier a une langue différente, ils ne peuvent plus se comprendre, donc le chantier de la tour s'arrête, la langue d'Adam est perdue et tous ces individus, tous ces corps de métier vont se disperser petit à petit à la surface de la Terre et donner les différentes langues, dont celles que nous parlons encore aujourd'hui. Ceci étant, ce qui est perdu avec Babel, c'est la langue d'Adam, mais ce n'est pas la forme de la langue d'Adam. C'est-à-dire que le fait qu'il puisse y avoir des traces de grammaire dans chacun des individus, ça peut-être que c'est quand même conservé par après Babel, et qu'en fait c'est ça que Dante essaie de réactualiser, mais à nouveau, cette idée, je ne la pousserai pas. Donc, Dante cherche cette langue. Après Babel, confusion des langues. Les individus se dispersent. On va aller regarder petit à petit dans les langues italiennes si une de ces langues serait une langue un petit peu meilleure que les autres. Est-ce qu'on trouve une langue qui serait vraiment morale ? Non. Par exemple, ça ne peut pas être la langue des Romains parce que les Romains sont trop vicieux. Je cite Dante, voilà. Et puis, est-ce que ça peut être la langue des campagnards ? Alors non plus, parce que les campagnards, ils ont un accent. Et alors, je tiens à dire qu'on pourrait avoir l'impression que Dante joue l'opposition citadin-campagnard, comme aujourd'hui on jouerait l'opposition parisien-région. Et en fait, ce n'est pas ça qu'il suppose. Je le dis parce qu'en fait, ça c'est important chez Dante. En fait, on écarte les campagnards, mais comme on écarte les montagnards, parce que leur accent, c'est le signe d'une différenciation trop grande de la langue. C'est-à-dire justement, tout le monde ne pourrait pas la parler. Ils ont trop d'accent. Et donc, il faut que la langue, elle soit un petit peu tempérée, comme une sorte de juste milieu aristotélicien. Alors,
tempéré, ça peut aussi renvoyer à la médecine hippocratico-galénique. Mais sans doute que là, la référence, c'est peut-être plus Aristote. Bon. Donc il la cherche, il faut qu'elle soit morale, ce ne sera pas les Romains, il faut qu'elle soit durable, donc ça ne pourra pas être le Sicilien. Il finit par, semble-t-il, la trouver dans le bolonais. Donc le bolonais qui est la langue des habitants de Bologne. Et c'est très intéressant parce que le bolonais, c'est une langue qui est une langue parfaite parce que justement, elle est métissée. Il y a du mélange dans cette langue-là. Et ça c'est plutôt valorisé. Elle pourra rendre compte de plusieurs choses, etc. Mais, donc c'est pour ça que je vous dis que ça se termine mal, entre guillemets. En fait, ça va se terminer très bien, ça finit bien. Mais à ce moment-là de son traité, ça finit mal. Parce que le bolonais, en fait, les bons poètes bolonais n'ont pas utilisé le bolonais pour produire leur langue. Et donc, ça veut dire que si eux-mêmes n'ont pas considéré que c'était une langue qui pouvait faire de la poésie, alors c'est qu'en fait, cette langue, ce n'est pas la bonne. Et donc, elle nous échappe encore. Cependant, et je terminerai là-dessus, on a quand même réussi à écarter des langues. On a dit, oui, ça ne peut pas être le romain, parce que ça ne peut pas être le campagnard. Parce que ça veut bien dire qu'au fond, on avait quand même un critère nous permettant d'écarter toutes ces langues. Et à partir de là, à partir de ces critères, Dante va essayer positivement de dire voilà ce qu'on recherche. On recherche un vulgaire qui sera illustre. Il faudra qu'il puisse déterminer les choses glorieuses. Il faudra qu'il puisse éclairer les autres. On va chercher un vulgaire qui sera curial. Il faut qu'il puisse participer d'une cour. Il faut qu'il puisse s'inscrire dans une politique. Et il va lui donner une certaine forme. Il va dire il faudrait qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça. Il faudrait qu'il puisse utiliser un style tragique. Il faudrait qu'avec, on puisse écrire des vers en endécasyllabes. 11 syllabes parce que c'est le vers de l'épopée. Il faudrait qu'il puisse parler des plus hauts sujets humains. Par exemple de l'amour, par exemple de la vertu, etc., etc. Et donc, il fait une espèce de programme, comme ça, du vulgaire qu'il faudrait... voilà. Et je m'arrêterai là-dessus. Donc, il cherche un vulgaire illustre qu'il ne trouve pas. Il en détermine les conditions d'existence. Il faudrait qu'il soit comme ci, comme ça. Et me semble-t-il, et donc je conclus là-dessus pour Dante, 2 points. D'une part, il réalise le programme dans la Divine Comédie. Si vous pouvez, c'est dans ce texte, Dante va concrètement mettre en place le vulgaire illustre. Et deuxièmement, l'italien qu'on parle aujourd'hui en Italie, c'est le Toscan de Dante. C'est-à-dire que de fait, son programme à lui, je vais constituer une langue qui servira à unifier l'Italie, c'est un programme qui a été réalisé. Il a construit une langue. Alors, il ne l'a pas construite, parce que le Toscan qui parle, c'est un Toscan qu'il n'invente pas. Il hérite de ce Toscan-là. Mais la formalisation de Toscan, le fait de le diffuser, le fait donc de dire, voilà, vous pouvez faire comme moi, de faire école, etc., parce qu'il s'inscrit dans une école poétique, le Dolce Stil Novo, ça, c'est vraiment ce qui a permis ensuite d'unifier petit à petit l'Italie et d'aboutir à l'italien moderne. Ou, à minima, sa pensée, elle était suffisamment puissante pour produire des effets. Et ça me permet de dire autre chose, parce que bien évidemment, entre le Toscan de Dante et l'italien du XXIe siècle, il y a une histoire, mais c'est que même si cette recherche-là, elle n'aboutit pas, et en fait, dans une certaine mesure, elle est impossible, on peut considérer que dedans, il y a quelque chose comme une Felix culpa. C'est une faute heureuse. Oui, d'accord, ça ne marche pas. Mais la chercher, ça produira quand même des effets. Est-ce que vous voulez éventuellement... parce que cette idée qui est justement une idée de Dante, c'est une idée qu'on a pu retrouver après. Est-ce qu'on peut peut-être aller chercher d'autres exemples ? Tout à l'heure, je parlais de l'espéranto. Est-ce qu'on peut en discuter un peu ou... Oui, tout à fait. Est-ce que vous, il y a des choses sur l'espéranto qui vous intéresseraient plus spécialement ou... Moi, je voudrais savoir, est-ce que, ces langues, c'est quoi le but ? Est-ce que c'est pouvoir communiquer ? Parce qu'on parlait d'universalité, donc le but, ce serait de communiquer à l'international avec... Parce que là, on parle beaucoup de l'Italie, mais est-ce que, même pour Dante ou d'autres, est-ce que c'est vraiment s'élargir vers d'autres continents, pays et... Jusqu'où s'étend en fait la communication universelle ?
Alors, je commence par faire une distinction. L'idée de Dante, quand Dante a cette idée du vulgaire illustre, pour lui, ce vulgaire-là ne sera pas universel au sens où tout le monde ne pourra pas le parler. Et tout le monde ne pourra pas le parler parce que pour le parler, il faut avoir de bonnes idées et être un homme moralement bon. Donc à partir du moment où ça, ce n'est pas le cas de tout le monde, la vocation universaliste, elle n'est pas chez Dante. Ça, c'est un premier point. Il formalise une langue déjà existante, mais il ne veut pas que l'humanité entière la parle. Seuls ceux pas qui en seraient dignes, mais un petit peu cette idée-là quand même. Du point de vue de l'espéranto, le projet est en effet très clairement un projet de concorde universelle ou de fraternité entre les peuples qui, de l'avis de Zamenhof, qui est la personne qui a l'idée de l'espéranto, se réalisera beaucoup mieux si les gens sont capables de se comprendre et donc parlent la même langue. Alors, avant l'espéranto, des langues artificielles, on en a d'autres exemples. Vous avez le volapük, par exemple, si vous voulez aller regarder. Mais c'est intéressant parce que comme ce sont des langues dont le but est d'être facilement comprises et parlées par le plus de locuteurs possible, en général, ce sont des langues plutôt faciles, en tous les cas pour nous. Donc peut-être que là, ça nous permettra de faire justement une petite restriction du point de vue de l'universalisme, parce que ce sont des langues qui prennent modèle sur des langues que nous, on connaît. Alors pour le volapük, ça prend modèle sur l'anglais. Et Schleyer, qui a l'idée du volapük, voulant que tout le monde puisse le parler, y compris les Chinois, et sachant que les Chinois ont parfois un peu de mal avec la prononciation du R, décide qu'il va prendre des mots anglais ou saxons ou allemands et qu'il va juste enlever le R. Et par exemple, montagne, qui est berg, devient beg. En espéranto, c'est pareil. Pour simplifier la langue, pour qu'elle soit plus facile à exprimer, on va arrêter de genrer les articles. Ce sera toujours la. Par exemple, vous avez la birdo, la undo, la homo, la libroc. Il n'y a pas de la, de le. Voilà. Ceci étant, deux problèmes par rapport à ce que vous disiez sur l'universalité. D'abord, est-ce que ça peut fonctionner ? Les chiffres des locuteurs de l'espéranto et du volapük, on oscille entre 100 000 et 3 millions de personnes. Donc, de fait, c'est bien une langue qui est parlée dans le monde. Après, ce n'est pas une langue internationale. En fait, dans une certaine mesure, la langue universelle, c'est l'anglais. Hein. C'est elle qui a plus ou moins réussi à faire fonction de ce projet-là. Mais, et c'est ma restriction, le problème, c'est que l'espéranto comme le volapük sont des langues qui sont formées sur des langues qui sont des langues européennes. Donc on peut se demander, par exemple, dans quelle mesure un locuteur... déjà, ça veut dire qu'il faut sans doute avoir une préconnaissance de sa propre langue maternelle pour que ce soit plus facile d'accéder à l'espéranto. Mais il y a aussi le problème qu'un locuteur qui aurait une langue complètement différente, c'est-à-dire avec pas d'articles, avec beaucoup de déclinaisons, sans doute aurait beaucoup moins de facilité à apprendre l'espéranto que nous qui baignons dans ce modèle culturel dont l'espéranto a un petit peu l'impression qu'il n'existe pas, me semble-t-il. Mais qu'est-ce qui pousse en fait tous ces auteurs-là à chercher une langue parfaite ? Parce que je me rappelle d'une anecdote qu'apparemment un Philippe II, je ne sais pas de quel continent, avait isolé des bébés pour que en fait, ils devaient parler à personne et leur premier mot, ça allait être la langue parfaite. Sauf qu'en fait, ils sont tous morts parce qu'ils n'avaient aucun contact humain. Du coup, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais quelle idée de isoler des enfants à la recherche d'une langue parfaite. Et donc, votre question, c'est pourquoi est-ce qu'il le fait ? Oui. Alors, ça traîne en effet que Frédéric de Prusse aurait fait ça. En fait, à mon sens,
il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'ils veuillent faire ça. La première, c'est que c'est une très belle croyance. Admettons que ce soit possible. Admettons qu'il existe bien une langue qui nous aurait été donnée par Dieu. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu envie de savoir ce que c'est ? Et si on était roi et empereur et qu'on avait les capacités de mettre en place l'expérimentation, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu curieux ? Je pense que la première raison, c'est une raison qui est une raison... c'est un peu bête à dire. Moi, peut-être, me semble-t-il, que la première raison, c'est une raison un peu psychologique. C'est une très belle croyance, on a envie de voir si elle est vraie. La deuxième raison, c'est que, en fait, derrière, il y a toujours une sorte de fantasme, ce qui est aussi une raison psychologique, mais de pureté. On croit que la langue maternelle, c'est-à-dire que la langue que les bébés vont apprendre à parler, c'est une langue de recouvrement. C'est une langue qui est deuxième. Qu'il y aurait dans les humains une espèce de trace d'une essence qui se manifesterait dans la langue, ou qu'on pourrait détecter dans la langue, et que la langue maternelle ne ferait que recouvrir. C'est-à-dire ça croit... Enfin, l'hypothèse du roi dont vous parlez, elle repose sur l'idée qu'un bébé né avec une certaine essence, ou en ayant une certaine pureté, que l'histoire va recouvrir. Et je pense que ce qui fait qu'il la recherche, justement, c'est ça. Il a cette idée-là. Alors, nous, qui sommes au XXIe siècle, on peut peut-être plutôt tenir qu'a priori, la seule langue qu'on possède, c'est celle avec... la seule langue qu'on possède. La seule langue qu'on parle au départ, c'est celle qu'on nous parle. Et qu'il n'y a pas à l'intérieur de nous des traces de vérité, fût-ce une vérité linguistique que Dieu nous aurait donnée. Mais est-ce que ça ne permet pas aussi de dominer d'autres peuples parce que justement, on prétend que notre langue est plus originelle que la leur ou quelque chose comme ça ? Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est même intéressant, c'est que le moment de recherche des langues parfaites où on va commencer à dire que la langue parfaite, c'est le castillan, la langue parfaite, c'est l'allemand, la langue parfaite, c'est le danois, sont des moments de développement des grands empires, ou plus exactement de développement des grands États. En fait, c'est au moment où les grands États se constituent politiquement et donc ont besoin de s'affirmer par rapport aux autres, qui vont aller chercher cet argument de la supériorité de la langue pour pouvoir se positionner par rapport aux autres. Je vous ai répondu sur votre question parce que ça m'amène à une autre idée et je ne suis pas sûre qu'elle ait été contenue dans votre question. Donc je vais la proposer quand même. Puis si allez-y. C'est aussi qu'en fait, donc historiquement, ce que vous décrivez fonctionne en effet. C'est-à-dire politiquement, pour pouvoir s'imposer, dominer les autres, on utilise une langue. Mais concrètement, c'est une très bonne manière politiquement de dominer les autres que de leur imposer sa langue. Ça marche bien. Si vous voulez développer cette idée-là, vous pouvez aller lire le document, par exemple, que Klemperer il a écrit, qui s'appelle LTI, Lingua Tertia Imperii, que les latinistes me pardonnent, et qui justement montre comment la langue, en l'occurrence dans le texte de Klemperer, la langue du Troisième Reich, produit des effets sur les individus et comment elle peut servir justement à les dominer. Merci pour cette référence. Nous arrivons au terme de cet épisode. Merci Madame Beignet d'avoir accepté d'être là. Merci Audrey. Vous pouvez retrouver cet épisode en rediffusion sur Radio Campus Tours, mais également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.